Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. On est évidemment très heureux de vous accueillir nombreux dans cet amphithéâtre de l'Institut français de Madrid. Et d'autant plus que c'est pour nous un grand honneur, puisqu'on reçoit ce soir le docteur Cyrulnik, qui nous fait le plaisir d'être présent en Espagne, à la fois à Madrid et à Barcelone, où vous serez demain soir à l'Institut français de Barcelone également. À l'occasion de la publication en Espagne de votre essai « Des âmes et des saisons », qui a été traduit par Psychoecologia. Et je tiens d'ailleurs à saluer ici votre éditeur, Alfonso Landman, qu'on remercie pour son action. Vous serez ce soir vous aurez un dialogue avec Elsa Pounset, qu'on ne présente pas non plus, donc je vous en remercie en tout cas tous les deux. Je pense que ce dialogue arrive à un moment particulièrement opportun du fait des différents thèmes que vous avez tous les deux étudiés, sur lesquels vous travaillez depuis de nombreuses années. Docteur Cyrulnik, vous êtes psychiatre, très mondialement connu. Vous nous avez habitués à vos méditations profondes, à la fois sur la condition humaine et sur l'avenir des sociétés. Et évidemment, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, votre parole porte peut-être encore un peu plus que ça n'était jusqu'alors. Donc c'est pour nous une chance de pouvoir vous écouter ce soir, et ce d'autant que le grand public a l'habitude de vous entendre depuis de très nombreuses années, puisque vous avez fait la transmission du savoir, de votre savoir auprès du grand public, un des axes forts de votre travail. Donc c'est d'autant plus pour nous important. Je ne citerai juste que l'ouvrage très marquant, Mémoire de singe et paroles d'homme, publié en 1990, qui a été très, très fort. Vous avez également beaucoup travaillé sur le concept de résilience, donc je pense que vous nous en parlerez un peu tout à l'heure, même beaucoup, et plus globalement de l'adaptabilité de l'être humain au monde qui nous entoure. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on pourra rebondir. Vous aurez pour cela comme interlocuteur et comme partenaire de débat Elsa Pounset. Vous aussi, vous avez beaucoup écrit. Vous avez beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle et sur l'émotion. Vous avez également, au-delà de l'écriture, beaucoup parlé sur les ondes. Et vous êtes, parmi les nombreux ouvrages que vous avez publiés, vous avez récemment publié un livre qui rencontre un très grand succès sur le livre des petites révolutions. Donc ce sera, en tout cas pour nous, très intéressant de pouvoir confronter vos points de vue ce soir, dans un contexte particulier que tout le monde connaît. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bon, alors, docteur, je dois prendre ça, voilà. On m'entend bien ? Est-ce que beaucoup d'entre vous sont surpris de m'entendre parler français ? Oui, mais ça va, je peux parler français, c'est pour accompagner le docteur Cyrulnik. Pero buenas tardes a todos, es un placer enorme estar aquí con todos vosotros. C'est un grand plaisir et un honneur d'être avec vous, docteur, ce soir, en train de vous accompagner dans la présentation de votre livre, qu'en Espagne on a appelé Psychoécologie. Alors, j'ai dévoré ce livre dans les dernières semaines, depuis que je sais que je vous accompagne. Et l'une des premières choses que le livre m'a rappelé, c'est, vous savez, John Donne, le poète métaphysique, qui en 1624 écrivait ces fameux vers « Nul homme n'est une île », je les écris parce que j'ai une mémoire terrible. « Nul homme n'est une île entière en elle-même. Tout homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble. Ne demande jamais pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. » Et je pensais que c'était une façon poétique, il y a 4 siècles, de faire de la psychoécologie. Alors on va parler d'abord, parce que c'est le moteur de ce livre, on va parler peut-être de ce que c'est que la psychoécologie.
Alors, merci pour cette présentation. Nul homme est une île. C'est exactement ce que démontre la neuroradiologie aujourd'hui. Un bébé seul atrophie son cerveau. Pour qu'un cerveau se développe, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, une altérité. Je ne peux devenir moi-même que si vous êtes là. Absolument. On est relationnel. Dans le relationnel. C'est-à-dire que si je suis seul, je ne peux qu'avoir des activités auto-centrées, me balancer, sucer mon pouce, et en cas d'émotion trop forte, m'auto-agresser, me griffer, me taper la tête par terre, avec une extrême violence, comme je l'ai vu faire chez les enfants abandonnés. S'il n'y a pas un autre autour de moi, je ne peux rien devenir. D'ailleurs, c'est très beau parce que dans le livre, vous racontez l'effet qu'a une mère, la voix d'une mère sur son enfant quand elle est enceinte. Et vous dites que sa voix, c'est comme une caresse pour l'enfant, qu'elle vibre et qu'il ressent les vibrations, non ? Eh bien, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'à Toulon, il y a 40 ans, vous vous rendez compte, on a montré que il y a 40 ans, on disait que la vie psychique commençait le jour de la naissance, et nous, on disait, mais non, déjà dans l'utérus, il se passe des choses. Et les Occidentaux sont les seuls à faire naître la vie psychique le jour de la naissance. J'ai travaillé en Chine et au Japon. Le jour de la naissance, les Japonais fêtent le premier anniversaire. Parce que le gars, il a déjà eu 9 mois de vie aquatique. Absolument. On a tous été des mammifères marins pendant 9 mois. Oui. Et donc, pendant ces 9 mois, on peut éprouver des sensations désagréables, tenses, stressantes. Et on s'en remet. Alors, pendant ces 9 mois, notre système nerveux, notre corps se construit. Notre système nerveux se construit. Et on dépend déjà des émotions de celles qui nous portent. D'accord. C'est-à-dire que si, quand elle parle, les hautes fréquences de sa voix sont filtrées par le corps, alors que les basses fréquences de sa voix sont très bien transmises par le corps et par un monde aquatique qu'on appelle l'utérus, la grossesse. Et les basses fréquences, on a rendu observables, parce que j'habite à Toulon et c'est un port de guerre, il y a des machines pour capter la signature des bateaux et l'eau est un excellent transporteur de son. Mais ce n'est pas le son, c'est une vibration. Si bien que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et le bébé va reconnaître la voix de cette mère 1 heure après la naissance, voilà. C'est ça ? Alors mais ça, pas celle du père. Et alors là, en désaccord avec d'autres chercheurs. Raison. C'est vous qui avez raison. Ça, c'est bon à savoir. Souvenez-vous. C'est-à-dire que Alice Guyon, que j'estime beaucoup, dit le bébé entend la voix du père dans l'utérus. Et nous, on ne pense pas. Parce que dans l'heure qui suit la naissance, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore de la voix de sa mère. Et quand on demande à son père de parler, il ne répond pas. Alors ça serait la première couche de la psychoécologie. Mais qu'est-ce qu'il y a encore comme couche ? Alors la première niche sensorielle, c'est le ventre des femmes. D'accord. Mais le père, les émotions maternelles interviennent déjà. Oui. Et le père a déjà une fonction sur le bébé. S'il tranquillise, s'il sécurise sa femme, le bébé va se débrouiller. Mais si le père insécurise sa femme parce qu'il est violent, parce qu'il est absent, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la précarité sociale, les émotions, les substances du stress de la mère vont passer dans le liquide amniotique et le bébé va avaler un liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son cerveau. D'accord. Et si on ne fait rien, le bébé arrive au monde avec un cerveau abîmé, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère. Je souligne, hein. Ça peut être le mari, ça peut être la société, ça peut être un accident de la vie, etc. Si on ne fait rien, le bébé, comme on l'a vu pour les enfants roumains,
Je ne sais pas si on en a parlé en Espagne, mais en France, on en a énormément parlé. Les enfants de Ceausescu qui ont été abandonnés. Et j'ai demandé des scanners et tous ces enfants avaient une atrophie cérébrale qui nous demande de rien faire. Sherban Ionescu, avec qui je travaille, et Violetta Stan, qui sont professeurs à Timișoara, ont fait des substituts affectifs, puisque ces enfants avaient été abîmés. Ils ont fait des substituts affectifs autour de ces enfants. 24-48 heures après, la reconstruction cérébrale des enfants commençait. Ah, ça, c'est merveilleux. Donc la résilience est très facile. La résilience cérébrale, la résilience neuronale est la plus facile à déclencher. Pour ça, il suffit de sécuriser la mère. Ce que ne font pas toutes les sociétés et ce que ne font pas toutes les familles. On en parlait tout à l'heure. Je vous disais que j'avais beaucoup aimé cette idée de psychoécologie, qu'on n'a pas une seule mère, un seul père, on a une constellation de mères, si on a de la chance, ou une constellation de pères. C'est une belle idée et ça nous permet de nous remettre. Ça nous permet, alors ça c'est une idée qui vient des Africains. Les Africains disent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Oui. Alors les Américains ont repris cette phrase et ne l'ont pas appliquée, alors que nous on a repris cette phrase et notre président Macron vient de décider les premières réformes, le congé paternité, pour que la mère ne soit pas laissée seule avec un petit tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé. Oui. Et moi, je commence un projet professionnel maintenant et j'avais toute une équipe de travail. Et j'avais 2 personnes qui étaient très importantes dans cette équipe. Une femme qui était enceinte et elle a pris sa baisse de maternité. Mais lui aussi, le père, qui était un autre monsieur, il a pris sa baisse de paternité. Au début, j'étais un peu indignée parce qu'il n'y a plus personne. Et après, j'étais ravie. Je me suis dit, c'est la première fois que je vois, que je vis ça, non ? Alors, paternité inférieure de 2 fois celui qu'on avait demandé. D'accord. Et je lui ai dit, c'est bien, mais c'est pas assez bien. D'accord. Alors il m'a dit, mais c'est parce que les entrepreneurs avaient peur d'avoir des employés en moins. Mais le burn-out, la dépression maternelle augmente en flèche. Oui. Et si la mère et si le père sont déprimés, si la mère déprime et si le père est harcelé, l'entreprise ne marchera pas mieux. Alors que si les 2 parents travaillent bien et avec plaisir et coordonnés, eux seront heureux, le bébé se développera bien et les entrepreneurs seront rassurés d'avoir 2 employés qui travaillent bien. Donc, il a accordé, le Sénat a accordé un congé paternité 2 fois inférieur à celui qu'on a demandé, mais j'espère, je pense que c'est dans un an, les entrepreneurs rassurés, le Sénat augmentera le congé paternité. Donc, si on revient à la psychoécologie, pour que toutes ces personnes qui sont là, qui sont venues vous écouter, je voudrais bien qu'elles comprennent comment comprendre ce concept de psychoécologie peut changer leur vie. Alors, vous dites qu'il y a plusieurs stimulus qui sont autour de nous, comme l'habitat climatique, l'atmosphère affective, la structure sociale, ce qui est verbal, la parole, et les narratifs culturels. Bon. En quel sens est-ce que savoir tout cela peut changer notre façon de vivre ? Alors, chacune des niches écologiques peut changer le développement des femmes, des hommes qui découvrent le plaisir de tisser un lien affectif avec leurs enfants, alors qu'avant, les pères étaient chefs de famille, mais ils n'étaient jamais dans leur famille. C'est Napoléon qui nous a fait le coup, en nommant les hommes chefs de famille en 1804, et les chefs de famille travaillaient tellement que c'est les femmes qui géraient tout, mais c'était les hommes qui étaient chefs de famille. Donc les féministes ont assassiné le chef de famille en 1974 de manière très juste en donnant la responsabilité parentale. Et les hommes, les jeunes hommes, sont en train de découvrir
le plaisir de tisser avec leurs propres enfants des liens affectifs. Alors qu'avant, les hommes décidaient avec un enfant auquel ils n'étaient pas attachés. C'était le pouvoir masculin sans attachement. Donc ça, première retombée pratique, c'est que les jeunes pères, les jeunes hommes participent au tissage du lien affectif. Donc ça fait un enfant théoriquement plus sécurisé puisqu'il a sa mère, inévitablement, parce que j'ai remarqué que quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Pour le moment. Pour le moment. C'est à point de changer, j'ai l'impression. Avec les progrès techniques, ça peut tout. Alors, la deuxième niche sensorielle, c'est celle... Alors, les hommes sont déjà présents quand la femme porte l'enfant. Oui. Ensuite, quand l'enfant arrive au monde, les hommes sont encore plus présents, et c'est bien pour le bébé, parce que le bébé apprend à aimer sa mère nécessairement, et il apprend à aimer une autre figure d'attachement près de sa mère et différente de sa mère, qu'on appelle le père. Alors, s'il y a des féministes dans la salle, mon espérance de vie vient d'être fortement réduite, parce que il faut que le père soit près de sa femme et associé à sa femme et différent de sa femme. Sinon, c'est un clonage. Si le père est comme la mère, c'est un clone. On perd un peu de diversité. Exactement. Et on perd la différence de deux sensations qui donnent la prise de conscience. Oui. Et comme vous venez de dire, si c'est toujours le même, un clonage, si c'est le même, c'est un engourdissement affectif. Alors que s'il y a la mère nécessairement, et une autre figure d'attachement qu'on appelle le père, même si le mot père est de plus en plus difficile à définir, le bébé a deux figures d'attachement. Et s'il y a la grande sœur, la nounou, le métier de la petite enfance, alors à ce moment-là, le bébé est entouré d'une deuxième niche sensorielle, la deuxième niche écologique, et là, il a autour de lui 6-8 étoiles affectives. Et là, si une étoile est défaillante, les autres étoiles pourront permettre à l'enfant... Constellation. Voilà. Mais on vit dans une société où les familles sont chaque fois plus petites et moins solides, moins stables, non ? Donc ça a un effet sur nos enfants. Alors, le fait que les familles soient de plus en plus diluées explique l'augmentation de l'angoisse chez les mères. Les dépressions périnatales n'ont jamais été aussi nombreuses, alors que les femmes s'épanouissent beaucoup mieux qu'au cours des siècles précédents, au cours des générations précédentes. Et il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale. Et il n'y a jamais eu autant de suicides maternels de jeunes mamans qui se suicident alors qu'elles ont des bébés âgés de 1 à 4 mois. Alors qu'est-ce qu'on a oublié dont a besoin la mère et le père, une famille ? Qu'est-ce qu'on a oublié ? Village. Le village. On a oublié que la mère, nécessairement, le père proche, la tante, la grand-mère, le chien, la cousine, le village, qui existait chez les paysans, quand on avait une culture de paysans, qui existait un peu moins chez les ouvriers, parce que les ouvriers travaillaient énormément, les hommes, les mineurs, travaillaient 15 heures par jour. Alors, quand j'étais médecin au chantier naval à La Seyne, près de Toulon, il y a un chantier naval, j'ai vu l'état de ces hommes qui rentraient le soir hébétés de fatigue et qui repartaient le matin n'ayant pas récupéré la fatigue de la veille. Donc ces hommes ne parlaient pas. D'abord, d'une part, parce que les hommes parlent moins bien que les femmes, je ne sais pas pourquoi. Ils utilisent moins de mots au long de la journée. Donc, ils reviennent fatigués le soir, il n'y a plus de mots pour dire bonsoir. Mais bien sûr, vous avez raison, elle a raison. C'est un peu comme ça. Elle a raison. Et alors, dans ce que vous dites là, on avait fait à Marseille une étude comparative entre les femmes quand elles toilettaient leur bébé et avec les hommes qui commencent à toiletter leur bébé. Alors les femmes parlent plus, ce que vous venez de dire, sourient plus, et à la fin de la toilette, elles embrassent le ventre du bébé, voilà. Et elles le prennent contre leur poitrine. Et pourquoi est-ce qu'on sourit plus ? Alors ça, il faut demander au bon Dieu. Non, moi je pense... Non, je vous demande à vous directement. C'est peut-être vous le bon Dieu, hein, vous m'aviez pas dit. Vous expliquez dans Psychoécologie qu'on a
créé une culture de la violence. C'est la culture où on est né, où on a vécu. C'était une culture pour survivre. Et donc, ça expliquerait que les femmes se sont occupées des liens relationnels et de s'occuper des autres, mais ce n'étaient pas des valeurs qui étaient vraiment prisées dans un monde où la violence était très importante. Pourquoi est-ce que la violence, docteur, était si importante? Parce que l'espèce humaine, physiquement, n'est pas terrible. Non. On court moins vite que la plupart des animaux, Oui. on vole pas très longtemps, et on reste sous l'eau encore pas très longtemps non plus. C'est un peu misérable. Donc physiquement, quand il y a eu une glaciation, s'il n'y avait pas eu la violence des hommes, plus que celle des femmes, l'espèce humaine aurait disparu. Et la violence des hommes a été surcotée avec des armes et avec l'aptitude à la bagarre. Et on a retrouvé dans des mammouths, les hommes de monsieur et madame Néandertal mesuraient 1,30 m. On a retrouvé à Nice un squelette de monsieur Cro-Magnon, il mesurait 1,95 m, et on a retrouvé à Menton, à côté de Nice, un squelette de madame Cro-Magnon, elle mesurait 1,88 m. Or, monsieur ou madame Néandertal se glissait sous le ventre des mammouths avec un pieu en bois, avec un silex tranchant, avec de la colle d'os qu'ils avaient découvert pour coller le silex au bout du pieu. Et comme ça se faisait au moment d'Hannibal, ou comme ça s'est fait pendant la Seconde Guerre mondiale, certains hommes, ou peut-être des femmes aussi, se glissaient sous le ventre de l'éléphant et lui plantaient le pieu, et on a retrouvé des silex dans le cœur des mammouths. D'accord, donc il fallait être courageux et très violent pour survivre. Donc le sourire n'était pas très important. Voilà. Donc l'arme, la violence, les hommes sont plus violents que les femmes. On voit encore aujourd'hui dans la violence conjugale, c'est 80-85% d'hommes. Et il y a des femmes violentes, j'ai eu l'occasion d'en accompagner, mais elles sont extrêmement violentes, mais très minoritaires. Alors, et surtout, culturellement, la violence des hommes était une valeur sociale. Voilà. Les garçons ont été surcotés parce qu'on demandait aux mères de transformer leurs garçons en guerriers ou en mineurs ou en ouvriers pour travailler 15 heures par jour. Ouais. J'ai connu deux guerres. J'ai connu la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Et dans les années d'après-guerre, quand un garçon refusait de se battre, sa mère l'appelait femmelette. Parce que la violence des garçons était une valeur. Aujourd'hui, par bonheur, notre culture a évolué, et aujourd'hui, dans notre culture, la violence n'est que destruction. Alors vous dites par exemple, la gloire des assassins est si grande qu'elle éclipse la fonction nutritive et socialisatrice des femmes. Et vous dites aussi, la violence qui nous a sauvés s'est convertie en malédiction. Mais oui, parce qu'en surcotant la violence des hommes, en demandant aux femmes de mettre au monde des garçons, de préférence à des filles, oui. on établissait des rapports de domination qui ont écrasé les femmes depuis probablement le début de l'espèce humaine, qui ont écrasé les femmes et qui ont héroïsé les hommes. Mais est-ce que c'est une bonne affaire d'être héroïsé? Est-ce que c'est une bonne affaire? Je me le suis demandé quand je vous lisais. Parce que ça mène les hommes au sacrifice, à la guerre ou au fond des mines. Oui. Et un homme qui se plaint, c'est pas un homme. Et être des stéréotypes, non? Tu es obligé d'être d'une certaine façon. Voilà. Par exemple, vous dites, la culture de la brutalité donne aux hommes le pouvoir et aux femmes le bonheur dans le service ou dans la soumission. C'est fort comme... Oui, ça, c'est de la psychoécologie aussi, c'est ce que on nous enseigne à être. Parce qu'on glorifiait les femmes quand elles étaient bonnes mères. On glorifiait les femmes quand elles s'occupaient bien de leur mari. Oui, voilà. C'était les gentilles femmes. Les bonnes épouses. Les bonnes épouses. On ne tenait pas mères. compte de leur développement personnel. Oui. On n'avait pas besoin que les femmes se développent personnellement. Il fallait qu'elles s'occupent de leur mari. Quand j'étais enfant, j'ai entendu l'expression « celle-là, elle tient bien son mari ».
Et ça veut dire que quand les hommes tombaient malades, je suis arrivé au monde, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de caisse de retraite. C'est-à-dire que la seule solidarité, c'était celle du couple. Et l'entrave des femmes avait une fonction de solidarité. On sacrifiait les femmes, leur personnalité n'avait aucune importance, il fallait qu'elles servent un homme et des enfants. Mais vraiment, le mépris latent dans ce qu'on disait aux femmes était terrible. Par exemple, mon grand-père maternel disait à ma mère, qui avait eu 3 filles, moi j'étais la seconde fille, lui disait « Tu n'es bonne qu'à avoir des filles ». Et j'ai entendu ça, et ma mère vivait avec ça. Et c'était... Tu acceptais ça, tu acceptais que bon, tu n'étais bonne qu'à avoir des filles, mais ça doit vraiment détruire une personnalité de s'entendre parler comme ça. Mais la personnalité des femmes n'était pas une valeur culturelle. Elles étaient là pour mettre au monde des enfants et servir un homme. Alors que maintenant, les femmes deviennent des personnes, s'épanouissent de mieux en mieux parce que notre culture a changé. Alors une culture qui permet à la moitié de l'humanité de s'épanouir, on ne va pas pleurer. Hein ? Non, on ne va pas pleurer, mais justement, dans cette description de pourquoi les hommes ont été amenés par la culture et par la nécessité de survivre à être violents, et on a héroïsé la violence, en ce moment, vous dites que ce n'est plus la peine d'être violent. Enfin, on vit dans une culture où cela n'est pas seulement plus important, mais c'est une gêne. Donc, que font les hommes avec leur héritage ? Mais bien sûr, la violence aujourd'hui, dans notre nouvelle culture, n'a plus aucune valeur adaptative. Elle n'est que destruction. Destruction des femmes, destruction des enfants et destruction des hommes entre eux. Donc, la hiérarchie des valeurs morales a changé. Et la violence qui a fait des guerres, citez-moi une seule frontière qui n'est pas le résultat d'une guerre. L'imposition des religions, c'est parce que le christianisme a imposé sa loi à d'autres peuples, l'islam a imposé sa loi à d'autres peuples, c'est-à-dire que la langue, pourquoi est-ce qu'en France, on parle français ? Parce qu'on a interdit aux Bretons de parler breton, parce qu'on a interdit aux Basques de garder leur langue, l'unité s'est faite dans la violence. Aujourd'hui, ce n'est que destruction. Alors aujourd'hui, au contraire, la hiérarchie de nos valeurs fait que maintenant, on admire une personne qui s'épanouit. On admire, regardez les biographies. Dans un pays en guerre, quelles sont les biographies que publient les éditeurs, Guédissa ? Quelles sont les biographies ? C'est les biographies de soldats, c'est les biographies de guerriers. Napoléon, Louis XIV. Alors ça, c'était les hommes. Aujourd'hui, quand un homme impose la guerre, le général Massu, en Algérie, on le critique. Donc la hiérarchie des valeurs, par bonheur, est complètement transformée. Et aujourd'hui, non seulement on n'a plus besoin de la violence, mais la violence n'est que destruction. On a donc besoin de faire un nouvel ethos, une nouvelle hiérarchie des valeurs, où la coopération sera en haut et non pas la violence. L'entraide sera en haut. Et qui peut faire ça ? Comment est-ce qu'on organise ça ? Alors je pense que les femmes y travaillent beaucoup. Je pense que les hommes se laissent convaincre parce que aller faire la guerre, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors si, c'est drôle quand on s'imagine qu'on va être un héros. Mais dès qu'on est sur le terrain, c'est que de la souffrance. Et puis quand ceux qui reviennent de la guerre, après la guerre de 14-18, étaient terriblement mutilés. Ils étaient mutilés physiquement, pulmonairement et psychologiquement. Ils avaient presque tous un syndrome psychotraumatique. Mais on ne savait pas faire le diagnostic. C'est-à-dire que ces hommes, ou bien ils mouraient, ou bien ils étaient perdus pour toute la vie. Et d'ailleurs, vous citez la Première et Seconde Guerre mondiale comme un exemple de ce que la psychoécologie peut faire, de comme l'entourage, le changement de circonstances change la façon dont les gens sentent, travaillent. Mais bien sûr, j'ai eu à connaître personnellement un homme qui, en 1937, part faire son service militaire. Or, le service militaire était de 3 ans, en 1937. Il rentre chez lui 3 mois, oui. Il y a la déclaration de guerre, il repart, il est fait prisonnier,
et il reste 4 ans prisonnier de guerre. Cet homme, pendant 7 ans, au moment où la personnalité des hommes se développe fort, pendant 7 ans, cet homme n'avait rien appris, sauf à marcher au pas et à tuer le temps. C'est tout ce qu'il avait tué d'ailleurs, le temps. Et entre-temps, qu'ont fait les femmes? Et pendant ce temps, les femmes faisaient tout marcher. Voilà. Et il y a eu des tas de guerres, des tas de civilisations, les Scythes, les Spartiates, les Janissaires, des tas de civilisations où les garçons n'étaient préparés que à la guerre. Et les femmes ne faisaient que les choses secondaires. La société, les enfants, les soins, et tout. Et les garçons n'étaient formés que pour la guerre. Je pense que si on forme les garçons à développer leur personnalité, avec les femmes, je pense que ça ne sera pas une régression, ça sera au contraire un bonheur de vivre. Alors, mais il y avait des petits garçons qui adoraient ça. Par exemple, j'ai une amie qui a été élevée dans les Hitlerjugend, dans les jeunesses hitlériennes. Et elle me raconte le bonheur constant de ces filles. On leur disait « vous êtes belles ». Elles étaient bien sûr blondes aux yeux bleus, sinon elles ne seraient pas rentrées dans les jeunesses hitlériennes. « Vous êtes belles ». La seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre au monde des blonds, des garçons blonds pour en faire des guerriers. Ces petites filles étaient heureuses. Je suis belle. Ça simplifie la mission. Oui. Exactement. Oui, la vie est compliquée. C'est la pensée paresseuse que toutes les dictatures développent. Toutes les dictatures développent la pensée paresseuse. Je sais, moi, le chef religieux, chef laïque, chef idéologique, chef scientifique parfois, je sais où est la vérité, votez pour moi. Et beaucoup de dictateurs ont été élus démocratiquement. Hitler a été élu démocratiquement, Pétain aussi. Parce qu'on est très tentés, les humains, de chercher notre sécurité dans une façon de penser binaire et simple. Et vous parlez beaucoup de jusqu'à quel point maintenant, en ce moment, on est face à devoir penser d'une façon beaucoup plus complexe. C'est ça? Alors, on vit dans un monde de plus en plus complexe et certains parmi nous aiment cette complexité. Qui aime la complexité ici? Levez la main. Qui aime la complexité? Ben voilà. Oui. On aime les cultures différentes, voilà. On aime les langues différentes, on aime les couleurs différentes, les religions différentes qui ont des choses à nous apprendre. Ah, vous priez comme ça, c'est intéressant. Nous, on prie autrement. Comme c'est intéressant, comme c'est amusant. Parfois, c'est irritant, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc, la complexité est une source de richesse intellectuelle, de progrès et d'incertitude. Absolument. Ça nous rend malheureux, l'incertitude. On a quand même un cerveau qui n'aime pas l'incertitude. Ça va contre la survie. Ça fait progresser, mais ça demande de faire des efforts. Voilà. Et alors, il y a des gens qui aiment faire des efforts, donc ils vont aimer la complexité et l'incertitude. C'est les scientifiques, c'est les littéraires qui aiment la comparaison. Et il y a d'autres gens qui ne sont pas dans la salle et qui aiment la certitude. Les fixistes. A-t-on des fixistes ici? Donc dites-moi où est la vérité. Dites-moi ce que je dois penser. Dites-moi ce que je dois croire. Eichmann, au procès de Nuremberg, tous les inculpés de Nuremberg disaient « je n'ai fait qu'obéir ». C'est le chef qui commandait, moi je n'avais pas à faire d'efforts. Et même Maurice Papon, à Bordeaux, a dit les mêmes mots. Oui. Je n'ai fait qu'obéir. Oui, c'est renoncer à la responsabilité morale. C'est la faute de quelqu'un d'autre qui nous a dit. Et je crois que c'était l'une des grandes surprises après, avec tous ces procès. On pensait qu'il y avait des gens qui étaient mauvais. Et on a découvert que simplement, il y avait des gens qui ne réfléchissaient pas pour eux-mêmes, qui ne prenaient pas leurs valeurs et leurs décisions en main. C'était ce qu'un jeune homme, Étienne de la Boétie, 18 ans, a appelé le bonheur dans la servitude. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas à faire l'effort de réfléchir. Mon chef va me dire ce que je dois penser et ce que je dois croire. Et si je me soumets, on va devenir fort, oui. Parce qu'on va s'associer pour donner la force à notre chef. Alors que si on vit dans un régime de démocratie, il va falloir discuter, il va falloir dire qu'on n'est pas d'accord. C'est vulnérable, la démocratie, on va perdre du temps. Alors que la dictature, ça va vite, on décide vite.
je pense, docteur Cyrulnik, qu'il faut aussi se souvenir que nous avons un cerveau qui ne nous aide pas à explorer très souvent, dans le sens que nous aimons former partie d'un groupe, et quand nous sommes avec un groupe de gens et qu'ils pensent quelque chose de forme majoritaire, nous avons les mêmes circuits qui vont s'allumer dans notre cerveau que si nous savions sûr que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de dire, quoi. C'est-à-dire que nous avons des mécanismes qui nous empêchent de faire face aux autres. Et ça, c'est dur de vivre avec ça. C'est dur d'avoir des pensées originales avec ce cerveau humain. Mais bien sûr. Mais vous avez raison, c'est dur parce que si on a une pensée différente de celle du groupe, on est exclu. Et on se retrouve seul. Et on a besoin de l'autre pour se développer et pour être sécurisé. On a besoin de vivre dans un groupe, donc on a tendance à accepter les valeurs du groupe pour être sécurisé. Voilà. Alors que si j'ai une idée originale, je risque de perdre l'affection des gens que j'aime. Donc c'est difficile, mais c'est passionnant. Donc c'est le problème des milieux scientifiques, où dans les milieux scientifiques, on n'est souvent pas d'accord. Mais on n'appelle pas la police, on n'appelle pas l'armée quand on n'est pas d'accord. On argumente, on invite un autre chercheur, on cite un autre livre, un autre article scientifique. Mais il y a un autre, ce que vous avez dit sur le cerveau, je l'approuve mot à mot. Mais il y a un autre facteur qui nous donne le plaisir de l'exploration, c'est l'affection maternelle ou l'affection d'une figure d'attachement qui peut être le père, la grande sœur, un prêtre si vous êtes croyant, un moniteur de sport, peu importe, quelqu'un qui vous sécurise. À ce moment-là, moi, enfant, pour me sécuriser, je me blottis contre ma figure d'attachement. Ça vous ennuie pas, hein? Pas du tout, vous pouvez y aller. Donc je me blottis contre ma figure d'attachement. Et une fois sécurisé, j'ai le plaisir, j'ai la force, elle m'a donné la force de m'intéresser au monde. Je la quitte pour explorer le monde, ce que font tous les enfants, puis à un moment, j'ai peur, j'ai été trop loin, je reviens vite me blottir contre elle, et une fois sécurisé, je repars à l'exploration du monde. Et c'est ce qui se passe pour tous nos enfants. Et pour les adultes. Et pour les adultes aussi, non? Et pour nous tous. Au moment où on se développe, on a besoin de la sécurité du corps maternel, donc on a besoin que notre mère soit sécurisée pour qu'elle devienne sécurisante pour nous, enfants. Mais au cours du début de la 3e année, arrive l'âge du non. Moi, en bébé, j'ai besoin de dire non à ma mère pour affirmer mon autonomie. Alors ça fait des contresens entre générations où la mère dit « viens, viens » et l'enfant va se cacher. Et pourquoi il se cache à l'âge du non? Parce qu'il espère qu'on va le retrouver et qu'il va y avoir une fête affective. Voilà. Et la mère qui est socialisée dit « tu vas me faire rater mon train ». Et c'est un contresens affectif entre les générations. Et à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Arrive le désir sexuel, il faut partir. Arrive la fierté de devenir indépendant, il faut partir. Et dans ce cas, on a la force de quitter notre mère. On ne s'en détache pas. On continue à l'aimer. Mais le désir sexuel et la fierté d'indépendance fait qu'il faut partir. Si on a acquis confiance en nous et si la culture propose des aides pour que l'adolescent quitte sa famille en continuant à l'aimer, mais en apprenant à aimer autrement, l'adolescence est réussie. C'est ce qui se passe dans 70% des cas. Mais dans 30% des cas, ce mécanisme d'indépendance se met mal en place. L'adolescent a du mal à devenir indépendant parce que peut-être il a peur de la société, il a peur des femmes, il a peur des hommes, ça existe. Hein. Ou bien parce que la société ne fournit pas une main tendue qui lui permettra de quitter sa famille, le scoutisme, les études, le travail, la musique, le sport, qui lui permettront progressivement de quitter sa famille pour apprendre un autre métier. Et là, il peut y avoir une défaillance relationnelle dans la famille, mais la plupart du temps, c'est une défaillance psychosociale. Mais alors, il y a eu beaucoup de problèmes avec les adolescents pendant la pandémie. Et j'imagine que ça a beaucoup à voir avec le fait qu'ils n'ont pas pu faire justement ce qui est la mission de l'adolescent,
quitter leur famille et partir connaître le monde, s'intégrer. Eh bien, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont été obligés de rester auprès de gens qu'ils désiraient quitter. Et ils étaient contraints à rester. Alors, ça faisait des tensions, mais maman, arrête un peu, tu me l'as déjà dit 100 fois, arrête un peu. Et ça fait des tensions désagréables parce que les jeunes ne peuvent pas devenir indépendants à cause du virus ou à cause de la société. Donc, ça veut dire que notre société est très défaillante parce que quand j'étais gamin, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat. Maintenant, ça dépasse les 90%, nettement. Mais il n'y a pas de structure intermédiaire. Il n'y a pas assez de sport, il n'y a pas assez de voyages. Les pays d'Europe du Nord font une année sabbatique. Les Israéliens aussi. Et cette année sabbatique, les adolescents, il y a une association qui les prend, et ces jeunes sont fiers de quitter leurs parents, avec qui ils envoient des lettres, ils sont fiers d'apprendre une autre langue, ils sont fiers de découvrir une autre culture, et quand on a fait des évaluations à l'université, quand ils reviennent à l'université, il n'y a pratiquement pas d'échec universitaire. Alors que ceux qui n'ont pas pu quitter leurs parents et qui vite s'engagent dans l'université, actuellement, il y a 40% d'échecs universitaires au DUG, et je pense qu'avec le virus, ça va dépasser les 60 ou 70%. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? On les humilie, on les blesse. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc là, il va y avoir une bombe à retardement qui est en train de se mettre en place actuellement à cause du virus et qui va exploser dans les mois qui viennent. C'est super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où j'ai créé ces ponts pour que l'enfant, l'adolescent puisse sortir et s'intégrer dans le monde serait vraiment nécessaire. Et vous citez toujours les pays du Nord comme un bon exemple. Bon, mais il est vrai aussi que je pense que beaucoup de personnes sont surprises par la tendance et la facilité humaine pour souffrir, pour la souffrance, pour la désespération. Et vous avez un très très beau chapitre dans votre livre. Vous avez un chapitre qui s'appelle « L'amour est une révolution », qui est très beau, mais aussi « Comment apprendre à désespérer ». Et bon, vous êtes éthologue et vous donnez l'exemple d'une histoire de petites souris qui doivent nager dans des grands récipients pleins d'eau. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez cette histoire parce qu'elle est très belle et elle nous donne l'idée de comment les humains aussi, probablement, on peut apprendre à désespérer. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait cette expérience, Porceau. Et il prend les rats de laboratoire, ont tous le même équipement génétique. Hein. C'est des rats qui ont été sélectionnés il y a très longtemps et qui se reproduisent et qui ne vivent qu'en laboratoire. Et il prend un tube avec une piscine large et il met un rat et il compte au bout de combien de temps le rat qui ne peut pas sortir se laisse couler. Et je crois me rappeler que la majorité se laisse couler au bout de 20 minutes. Il nage et puis au bout de 20 minutes, il se laisse couler. Il prend une autre catégorie de rats qui ont été isolés sensoriellement, privés de mère, ou qui ont été agressés par l'expérimentateur, c'est-à-dire avec un papier journal, taper dans la main ou taper sur la cage pour affoler le rat. Et il met ces rats dans la même piscine et il compte à partir de combien de minutes le rat se laisse couler. 15 minutes. Au bout de 15 minutes, les rats ne combattent plus. Ils sont trop désespérés. Voilà, ils ont appris le désespoir parce que, au cours de leur développement, mère n'était pas là ou parce qu'ils ont constamment été agressés. Mais il y a un troisième groupe de rats. Alors, il y a une troisième situation où il prend les rats bien élevés qui se laissent couler et il les sort, il les sèche, il leur donne à manger, il leur donne à boire, il doit leur parler gentiment aussi, sûrement. Ils sont sauvés, ces rats. Ils sont sauvés et après un certain temps, il les remet dans la piscine. Et ces rats, et ces rats qui ont été secourus, voilà, combattent pendant 25 minutes. Voilà. Le fait d'avoir été secourus leur a appris l'espoir,
Le fait d'avoir été abandonné leur a appris le désespoir. Et alors là, le désespoir nous rend plus faibles, moins capables de continuer à nager en ce cas. Alors on le voit chez les enfants qui ont des éducations difficiles, il y a une proportion de dépression assez élevée, où on voit il y a beaucoup de ces enfants décrochent, les garçons plus que les filles, ils décrochent. Où j'ai travaillé au Japon, où il y a un décrochage des garçons qui est faramineux, qui est incroyable. Donc ça veut dire que quand on est élevé dans des conditions hostiles, on acquiert une image de soi dévalorisée. Personne ne va m'aimer. Alors ça, c'est une phrase, quand j'étais praticien, c'est une phrase que j'entendais tout le temps. Alors, un homme, garçon, les nombres d'hommes seuls qui me disaient « Mais comment voulez-vous qu'une femme m'accepte? Regardez qui je suis, regardez d'où je viens. » Jamais une femme ne voudra de moi. Ils avaient appris à désespérer. Ils avaient acquis le désespoir et ils ne pouvaient pas croire qu'une femme, un jour, voudrait bien d'eux. Donc, ils ne tentaient même pas la chance. C'est-à-dire qu'ils étaient dans leur coin, malheureux, sans espoir. Ils avaient appris le désespoir. Donc, on voit que dans les cités, dans les banlieues, où les conditions de vie sont souvent très difficiles, il y a énormément... Alors, les femmes sont entravées, tu dois t'occuper de ta famille, et les garçons sont désespérés. Donc, conclusion pratique, l'importance de l'école, mais pas l'école compétitive, l'école à la finlandaise, qui donne confiance en soi. Et l'importance des activités parascolaires culturelles. La culture, c'est pas seulement de la distraction. Enfin, si vous voulez aller voir James Bond ou Louis de Funès, ça ira. Allez-y, c'est bien, c'est une heure perdue agréablement. Mais la culture, c'est beaucoup plus que ça. La culture, c'est une image identificatoire, c'est des récits, c'est des romans, des films qui donnent des exemples à réfléchir. Et là, la culture, et puis surtout pour les délinquants, le théâtre, ça permet aux délinquants d'apprendre à se décentrer de soi, et les comédiens, dans ce cas, deviennent nos porte-paroles. C'était la fonction du théâtre dans la Grèce ancienne. Les comédiens devaient jouer sur scène les problèmes de la cité. Et à ce moment-là, les citoyens, les hommes, pas les femmes, hein, vous êtes d'accord? Donc les hommes étaient bouclés et devaient commenter les problèmes de la cité. C'était le début de la démocratie. Sauf que maintenant, les hommes et les femmes participent au débat, et vous remarquerez que les femmes y participent de plus en plus avec un réel talent, et parfois aussi une réelle agressivité, une réelle violence, qui fait qu'elles sont en train de piquer aux hommes pas le meilleur aspect. Bon, il y a 3/4 d'heure qu'on parle, et je voudrais bien que... Je vais faire encore je vais poser une question au docteur Cyrulnik, mais après je serais ravie si vous voulez poser des questions. Vous dites que carrément notre société a eu des progrès absolument évidents, qu'on vit dans une société qui a progressé, mais qu'on a eu 3 effets secondaires. Et 2 de ces effets, la dilution affective et la perte de sens, je crois qu'ils sont vraiment importants dans cette société. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans un certain confort matériel, mais qui vivent avec une angoisse, avec du stress, avec de la tristesse. Est-ce que ça a à voir avec cette dilution affective, avec cette perte de sens? Alors, je pense que après un trauma, les 2 facteurs clés de la résilience, c'est le soutien affectif et la recherche du sens. Soutien affectif à cause de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, la présence nécessaire d'un autre que j'aime pour me donner confiance en moi, ou que j'aime pour lui donner confiance en lui ou en elle. Donc c'est interactif. Ça, c'est la priorité. Puis ensuite, la recherche de sens. Parce que le sens qu'on donne aux choses et aux événements modifie la manière dont on les ressent. Alors pour illustrer ça, j'avais inventé une fable qu'on me raconte régulièrement et qu'on attribue à Charles Péguy. C'est moi qui l'ai inventée, hein, c'est pas Charles Péguy. On prend note.
Alors la fable, c'est Charles Péguy part à la cathédrale de Chartres. Et sur la bord de la route, il voit un homme qui casse des cailloux, il est sale, il sue, il fait des grimaces de douleur, parce que casser des cailloux, au bout de 2-3 heures, on a mal au dos, on a mal aux muscles. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, j'ai fait ce travail idiot, je gagne mal ma vie, c'est un travail stupide, j'ai mal partout. Il continue son chemin, il voit un deuxième qui casse des cailloux. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Oh ben moi, je suis en plein air, je casse des cailloux, je gagne ma vie comme ça, c'est pas mal. Il continue son chemin et il voit un troisième homme qui casse des cailloux et les rayons du bonheur lui sortent de la tête, comme on le voit chez les gens heureux. Hein. On voit les gens heureux qui ont des rayons du bonheur. Et monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous voyez bien, moi, je bâtis une cathédrale. Le geste était le même dans les trois cas. Frapper sur une pierre pour casser des cailloux. La signification du geste était totalement différente. Sans sens, c'est une torture. Je gagne ma vie, je bâtis une cathédrale. Le troisième était heureux de taper sur une pierre, alors que le premier était malheureux et souffrait. Et donc je crois que ça, quand on prépare des concours ou des examens, on est tout seul à un âge où on a envie de grimper au mur. On a envie de courir le monde. On s'isole et on souffre avec des textes parce que dans notre esprit, si je suis reçu, j'aurai un métier intéressant. Donc, si j'apprends ça, j'aurai un métier, je pourrai faire une famille, je pourrai vivre avec ma dignité. Le sens qu'on donne aux choses métamorphose la manière dont on les ressent. Et actuellement, dans une culture du sprint, on ne donne pas sens aux choses. La drogue, j'avale, je jouis, je manque, j'avale, je jouis, je manque. Pas de sens, pas de projet, pas de rêve. Et notre culture est en train de priver nos jeunes de rêves, d'adolescence, de projets. Donc, on est en train de fabriquer une génération de jeunes dépourvus de sens, et donc on voit que beaucoup de jeunes deviennent de plus en plus anxieux et dépressifs, alors que les mêmes, si on les mettait dans une situation à sens, ils seraient capables de soulever des montagnes. Donc qu'est-ce qui nous manque, docteur Cyrulnik, dans cette société qui a été tellement victorieuse en tellement de sens? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a oublié? Alors, je ne pense pas qu'on ait mal fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, on s'est adapté au contexte. Il fallait que les hommes soient violents pour tuer des mammouths. Il fallait que les hommes soient violents pour imposer leurs croyances. Il fallait que les femmes soient entravées pour qu'elles se consacrent aux hommes et aux enfants. C'est fini. Maintenant, on vit dans une culture de l'épanouissement de la personnalité qui est au sommet de l'échelle des valeurs, où les femmes se débrouillent de mieux en mieux. Ça reste entre nous, ça. Donc ça veut dire qu'on invente une nouvelle société. Donc il faut que pour les jeunes, alors déjà pour les maternités, Macron a déjà commencé les réformes, le Sénat a déjà accepté. Je pense que ça va lutter, j'affirme, je crois vraiment que ça va lutter contre les dépressions périnatales et ça va faire disparaître les suicides de jeunes mères. La présence des pères devrait faire disparaître, à condition que ce soit un père associé et différencié, que ce ne soit pas un homme maltraitant, ce qui existe. Hein. Donc si l'homme participe avec sa femme, elle sera contente. Et le bébé aura 2 figures d'attachement. Donc ça ne sera pas des clones. Il pourra comparer un style affectif avec un autre style affectif. Mais vous êtes d'accord qu'on est en train de reconsidérer nos valeurs, notre échelle de valeurs dans cette société, d'une façon très rapide? Et bien sûr. Alors l'échelle de valeurs au XIXe siècle, l'échelle de valeurs, ça a été la réussite sociale. Donc Rockefeller, la fable de Rockefeller, c'est l'image typique dans un régime orienté par l'industrie. Alors l'industrie a apporté 2 choses contraires. Dans l'industrie, ce qui comptait, c'était la réussite d'un homme. Or, un ouvrier sur 3 était une femme. Or, les femmes devenant ouvrières gagnaient leur salaire, habitaient dans des logements ouvriers
Et en Espagne, il y a des logements ouvriers d'une très grande beauté, il y a des cités ouvrières d'une très grande réussite. Il y en a aussi en France. Elles sont moins belles qu'en Espagne, mais elles ont permis aux femmes, un ouvrier sur 3 était une femme, elles échappaient à la loi du père et à la loi du prêtre qui les mariait. Et elles ont introduit l'amour dans le mariage. Je veux bien travailler, je gagne ma vie, je veux bien avoir un enfant avec celui-là, mais pas avec celui-là. Donc, du coup, ça a été une métamorphose affective grâce à l'industrie. C'est-à-dire que d'un côté, l'amour est rentré dans le couple, et de l'autre côté, la réussite sociale a été valorisée au point de sacrifier les femmes et un grand nombre d'hommes à la réussite sociale. Et on voit de grands hommes qui ont des réussites sociales exceptionnelles et qui massacrent leur famille pour leur réussite sociale. Et on voit des femmes maintenant qui se font coaguler les trompes pour ne jamais mettre au monde d'enfants, de façon à pouvoir mieux participer à la réussite sociale. Donc on voit que c'est pas bien ou mal, on a tous en nous le diable et le bon Dieu. On l'a tous en nous. C'est-à-dire, mais c'est selon le contexte, on peut privilégier le diable ou on peut privilégier le bon Dieu. Donc, mais on a un degré de liberté, c'est que nous, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté. On n'est pas victime de ce milieu. Cette psychoécologie, on peut la comprendre. Donc, quand je vous demandais que peuvent retenir toutes ces personnes qui sont venues vous voir aujourd'hui de ce concept de psychoécologie, c'est qu'on peut agir sur toutes ces données. Voilà, on peut agir sur les données psychologiques. Qu'est-ce qui se passe à Hannah Arendt? On a un degré de liberté intérieure. Qu'est-ce qui se passe en moi? Il faut que je comprenne. Et on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On peut faire un couple stable ou instable. On peut travailler ou ne pas travailler. Et on a un degré de liberté, donc de responsabilité. On n'est pas totalement des victimes soumises. Et notre éloignement de la nature, vous en parlez aussi dans ce livre. Ah ben ça, c'est la violence des hommes, la religion, notre culture, nos cultures humaines, nous ont fait croire que les hommes étaient de nature surnaturelle. Et on découvre avec le virus que les hommes ne sont pas au-dessus de la nature, ils sont dans la nature, puisque c'est eux qui fabriquent le virus, c'est eux qui le transportent. Et si on maltraite les animaux, si on maltraite la société, on partira. Si on maltraite la nature, si on pollue l'eau, si on déforeste, on partira avec eux. Déjà aujourd'hui, 70% des maladies humaines sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmises à l'être humain par des animaux qu'on a maltraités. Physiquement, je comprends que c'est le cas, mais même moralement, est-ce que c'est possible de maltraiter des animaux et après de prétendre être quelqu'un qui traite bien des gens dans notre propre espèce? C'est-à-dire c'est un peu incohérent d'être cruel ou violent avec certaines espèces et prétendre que ça ne va pas nous contagier. Mais c'est inconscient. C'est totalement non conscient. Et on nous apprenait, quand j'étais étudiant au PCB, c'est-à-dire physique, chimie, biologie, avant d'entrer en médecine, ça a disparu maintenant, mais on sélectionnait les gamins de mon époque comme ça. Et on nous demandait, pour nous endurcir, il y avait un petit Kobe, un rongeur, mignon comme tout, qui était attaché sur une planchette, et on nous demandait de fendre l'abdomen de la poitrine jusqu'au pubis, pour voir le cœur, pour avoir l'anatomie. Et je me rappelle, un jour, j'avais planté le scalpel, l'animal avait crié, et j'avais lâché le scalpel. Et une jeune professeure de biologie s'était approchée de moi, et je lui avais dit, mais je ne peux pas le fendre, ça lui fait mal. Et elle m'avait dit, mais quand votre vélo grince, est-ce que vous pensez qu'il souffre? Descartes. C'est une chose. Non, Descartes. L'animal est une machine, on peut le fendre, l'ouvrir. Ne croyez pas qu'il souffre, il grince comme un vélo.
Donc Descartes qui nous a permis de faire la médecine expérimentale, qui nous a permis de faire une démarche scientifique, merci Descartes. Pas merci Descartes pour les animaux, et pas merci Descartes pour le psychisme, puisque l'âme au sens laïque, alors pour Descartes c'était l'âme au sens religieux du terme, mais Freud, et vous m'avez dit tout à l'heure, vous employez le mot âme, souvent je l'emploie au sens freudien du terme, c'est-à-dire c'est le monde intime, totalement invisible, qui nous gouverne. Très bien. Ça vous semble bien maintenant, docteur, si on passe aux questions du public? Est-ce qu'on pourrait commencer? Est-ce que vous avez des doutes, des questions, des réflexions pour le docteur Cyrulnik? Oui, je crois qu'il y a d'abord une question là-bas et après elle viendra vers vous. Une petite seconde. Hola. Sí, perdonad, pero no hablo francés. Me encantaría, por favor, hacer una pregunta al doctor. Él dice que necesitamos ejército de personas curiosas. ¿Qué truco nos puede compartir, por favor? Cette jeune femme demande, vous avez dit que nous avons besoin de développer un esprit, un cerveau de personnes curieuses, et elle demande si vous avez des pistes ou des petits trucs qu'elle puisse utiliser dans la vie quotidienne. Mais oui, mais bien sûr, prenez confiance en vous en ayant beaucoup de copains et de copines. Ça vous servira de base de sécurité. Première démarche. Une fois que vous aurez confiance en vous, faites un voyage. Lisez des livres et surtout, n'hésitez pas à critiquer. Critiquer, ça ne veut pas dire avoir de l'hostilité. Ça veut dire je comprends ça, mais je ne comprends pas ça. Dans cette culture, j'admets ça, je trouve ça intéressant, mais je ne comprends pas ça. C'est-à-dire, je garde Hannah Arendt, que j'aime beaucoup. J'ai une photo d'elle dans mon bureau. J'ai tous ses livres, que je ne comprends pas tout, hein. Mais Hannah Arendt dit, on a à ce moment-là un degré de liberté intérieure, on n'est pas obligé de se soumettre à un discours totalitaire. On a une liberté intérieure. Je garde ma liberté de choisir. Ce que vous m'expliquez, j'aime bien, mais ça, j'aime pas. Et à ce moment-là, toute votre vie, vous serez en train de voyager, de rencontrer, de lire, de vous faire des copains nouveaux. Vous êtes d'accord, docteur, qu'on vieillit moins si on ne perd pas la curiosité? On ne vieillit pas tant qu'on ne perd pas notre curiosité. Alors, ce que vous dites est magnifique parce que je viens de lire un travail sur les qualités du vieillissement. Et on voit que les gens qui lisent beaucoup, qui rencontrent beaucoup, ont beaucoup moins d'Alzheimer que ceux qui ne lisent pas et qui restent seuls. Le médicament le plus efficace contre la maladie d'Alzheimer, c'est la rencontre et la lecture. Merci bien, docteur. Autre pregunta? Il y avait un monsieur là-bas. Non, je voulais vous demander, vous avez dit que nous ne sommes pas totalement victimes. Qu'est-ce que vous mettez dans ce totalement? Parce qu'on vit en société quand même. Est-ce que j'ai été... Vous ne m'avez pas entendu? J'ai compris que la question c'est on n'est pas totalement victime. Pardon, excusez-moi. Vous avez dit que nous n'étions pas totalement victimes, non? Qu'est-ce que vous mettez dans ce totalement, puisque nous sommes aussi des êtres sociaux, donc on vit... Absolument, d'accord, merci, d'accord. Alors, pour répondre à votre question, je vais citer Germaine Tillion. Germaine Tillion est une ethnologue. Alors voilà, ça c'est un comportement maternel, vous voyez, regarde. J'ai hésité. Je ne vais pas m'en plaindre. Hein. Merci. Alors, Germaine Tillion est ethnologue et quand la guerre éclate, elle passe en Allemagne, pays le plus cultivé d'Occident, la belle culture germanique qui nous a donné des musiciens, des mathématiciens, des philosophes, la belle culture germanique. Elle dit, c'était en 1933, Hitler avait eu, je crois,
2,9% aux élections. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe des choses étranges. Les Allemands éclatent de rire et lui disent, mais regarde un peu cette théorie, elle est totalement idiote, comment veux-tu qu'elle prenne? Donc, méfions-nous des théories idiotes, c'est celles qui marchent le mieux. Et Germaine Tillion, ensuite, quand Pétain signe le pacte pour que la France collabore avec le nazisme, Germaine Tillion dit « je ne pourrai jamais être nazi, je ne pourrai jamais collaborer avec le nazisme » et elle s'engage dans la résistance. Elle est croyante, elle est catholique croyante, elle est dénoncée par un prêtre qui l'a fait arrêter et elle passe 3 ans à Ravensbrück. Et là, elle est totalement soumise. Elle est avec Geneviève de Gaulle, elle est avec beaucoup de femmes. C'est un camp de femmes où il y avait on brûlait on les faisait partir en fumée aussi. Hein. Il y avait des chambres à gaz et ces femmes partent en fumée régulièrement, moins qu'à Auschwitz, mais quand même beaucoup. Et elle est totalement soumise. Elle n'a aucune liberté. Elle ne peut pas manger quand elle veut, elle ne peut pas sortir de sa cabane, elle doit travailler quand on lui donne l'ordre de travailler, elle doit se coucher sur des planches. Elle a perdu toute liberté. Au point qu'un jour, elle dit « je ne peux plus continuer à vivre comme ça ». Et cette femme très courageuse décide de se suicider. Et c'était facile de se suicider, il y avait des camps, des fils électriques, et il suffisait de courir vers le fil électrique, la sentinelle vous abattait, et si la sentinelle ne vous abattait pas, vous arriviez sur les fils électriques et vous mourrez électrifié, et ensuite on ramassait votre corps qui partait en fumée. Et elle sort décidée de se tuer, parce qu'elle avait perdu toute liberté, et elle dit, elle voit le bleu du ciel l'hiver à Ravensbrück, quand il gèle, et que les cristaux sont tombés par terre et que le ciel est bleu. Et elle dit, le ciel est un bleu magnifique. Et elle dit, mais je ne peux pas mourir quand le ciel est si beau. Et elle rentre dans la cabane, enfermée, et elle entreprend à ce moment-là ce truc fou, ce truc invraisemblable, écrire un opéra à Ravensbrück. Elle prend la musique d'Offenbach, un juif, et elle transforme complètement la musique d'Offenbach et elle met des paroles où elle ridiculise les SS. Et ces femmes qui étaient mourantes avec Germaine Tillion se mettent à éclater de rire et se mettent à apprendre des chansons pour ridiculiser les SS. Elle avait gagné, grâce à la culture, elle avait gagné un degré de liberté. Comme le dit Hannah Arendt, elle a retrouvé la force de vivre, et Geneviève de Gaulle dit « je me mettais toujours à côté d'elle parce qu'elle connaissait tout le temps des poésies et des poésies ». Elle avait gardé une liberté intérieure, alors qu'avant, elle préférait mourir parce qu'elle croyait avoir perdu toutes les libertés. Eh bien non, elle a pu agir sur le milieu, et à la libération, elle a survécu, et elle a été recueillie, aidée par Mitterrand d'abord, De Gaulle, puis Mitterrand. Alors c'est intéressant ce que dit le docteur, parce que naturellement, nous avons tendance à mémoriser et à fabriquer plus d'émotions négatives que positives, parce que c'est propre d'un cerveau qui veut survivre. Et donc, très souvent, cet effort d'apprendre à cultiver la beauté et le bonheur dans les petits bonheurs quotidiens aide énormément à échapper à la souffrance et au désespoir. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous faire au quotidien. Présentez-vous au présidentiel, je voterai pour vous. Y a-t-il plus de questions? Oui, ici. Sinon, je vous donne le mien, j'ai l'habitude.
Oui, ce n'est pas une question, c'était pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Seulement, il se trouve que l'être humain se souvient plus d'une gifle que d'un cadeau, Voilà. la même journée. Donc c'est un travail absolument colossal. C'est un travail colossal. Alors, est-ce que le docteur aurait peut-être une remède ou un conseil à nous donner sur ce point? Oui, c'est un travail colossal, nous dit cette jeune femme, de faire cet effort parce qu'on s'en souvient plus d'une gifle ou d'un insulte. Très souvent, on a eu une belle journée, quelqu'un nous a dit quelque chose de désagréable, et quand vous allez dormir le soir, qu'est-ce que vous pensez? Et il y a eu des cadeaux pendant cette journée. Alors cette jeune femme nous dit, que puis-je faire pour me souvenir des cadeaux de la journée? Alors vous avez raison, on se souvient. Alors la mémoire, c'est pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. Donc c'est une représentation. Hein, on met presque rien en mémoire de tout ce qui nous arrive, mais on met en mémoire les moments émotionnels forts. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémoire. C'est pour ça que c'est la relation qui nourrit notre monde intime. Donc quand on reçoit une gifle, on en garde la mémoire. Parfois même on oublie même on met presque rien en mémoire, hein, mais ce presque rien est important parce que c'est notre identité. Sauf que on a fait des tests sur la mémoire et à l'université à Toulon, beaucoup de Francis Eustache, de Péchanski, beaucoup de gens font des tests sur la mémoire et on constate que la mémoire est évolutive. On garde la mémoire d'une gifle dans les mois ou dans les années qui ont suivi. Et puis ensuite, on vieillit, on change de relation, et comme disent les gens, maintenant que j'ai ce diplôme, maintenant je vois que je travaille, maintenant que j'ai eu 2 enfants, etc., je vois les choses autrement. Et à ce moment-là, on est étonné de voir que la mémoire change. Et on peut oublier une gifle qui nous a empoisonnés pendant des années, on peut l'oublier. Donc vous nous conseillez de vieillir, c'est ça votre remède? Vous nous conseillez de vieillir pour perdre nos mauvaises mémoires? Non, le déni est un facteur de protection qui empêche la résilience, parce qu'on n'affronte pas le problème. Alors que là, au contraire, on affronte le problème. Alors, on a fait l'expérience suivante. Sur une population de 44 adolescents de 14 ans, on a posé 50 questions. Puis, les gens sont partis, ils ont mené leur vie, on a gardé les adresses, et 34 ans plus tard, on a envoyé aux gens, on a envoyé le même questionnaire. Et on a comparé les réponses quand ils avaient 14 ans et les réponses quand ils avaient 48 ans. Rien à voir. Par exemple, alors il y a une question, est-ce que vous étiez populaire à l'école? Alors à l'âge de 14 ans, les adolescents disent, ça peut aller, j'ai des copains, j'ai des copines, bon, ça peut aller. À l'âge de 48 ans, qu'est-ce que j'étais populaire? Les femmes étaient folles de moi. Les femmes. Donc, ou alors, on a aussi une autre question. Au début, on avait le droit, c'était l'époque où les professeurs avaient le droit de battre les enfants en classe. Vous n'avez pas connu ça, moi j'ai connu ça. Le théorème de Pythagore, t'as compris? Pas trop, non. Viens ici, mets tes mains comme ça. On mettait les mains comme ça. On recevait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et hop, on comprenait le théorème de Pythagore. Alors ces belles méthodes éducatives ont disparu, ce qui explique les mauvais résultats en mathématiques des petits Français. Alors, à l'âge de 14 ans, 82% des adolescents disent « Je suis terriblement humilié d'être battu en public ». À l'âge de 48 ans, oh, j'en ai vu d'autres. Hein. Donc, ce n'est pas le déni. Je me rappelle bien que j'ai reçu. Mais au cours de la vie, j'ai eu d'autres accidents, d'autres échecs, d'autres moments douloureux que j'ai surmontés. Donc, finalement, recevoir un coup de règle, c'était idiot, mais ce n'était pas très grave. Ce raisonnement qu'on tient à 48 ans, on ne le tient pas à l'âge de 14 ans. Alors, on voit que la mémoire saine évolue.
La mémoire qui n'évolue pas, c'est la mémoire traumatique. Là, on voit toujours la même chose, toujours la même chose. On est prisonnier du passé et on souffre tout le temps. Alors que quand la mémoire change, comme disent les gens, je ne vois plus les choses comme avant. Vous avez bien bu l'eau que j'avais maternellement versée pour vous. Vous l'avez oui, d'accord. Plus de questions. Qui? Bonsoir. Bon, déjà, je suis très très contente de vous voir. Je suis votre fan, vraiment. Qu'est-ce qu'elle est bien. Et en fait, vous parliez de résilience et de mémoire saine. Mais quand on a eu une enfance traumatique et très traumatisante, comment on fait justement pour s'en départir et pour l'enfance résonne toujours en nous. Et même si on est adulte, hein, c'est quand même la base, la fondation. Et la séparation avec la mère, vous parliez de l'importance de la mère, de l'amour de cette mère, déjà intra-utérine. Et je trouve que c'est très difficile justement de tout le temps être dans cette mémoire saine et de ne pas, de se construire avec ça. Même si on a quand même des moments de résilience et de combat, etc. Mais c'est toujours un va-et-vient difficile. Je pense que le pardon aussi est important. Oui, absolument. Merci pour votre question, parce que ça, c'est la question de praticien. Beaucoup de gens souffrent du passé. Nous tous, d'ailleurs, dans cette salle, on a tous eu des épreuves, et si on se laisse faire, on souffre du passé. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi j'ai raté cet examen? Pourquoi elle m'a quitté? Pourquoi, etc. Donc on a tous des raisons de souffrir. Mais quand la mémoire est saine, on peut travailler. On a un degré de liberté, on peut agir, comme je le disais tout à l'heure. Et dans ce cas-là, on a fait un autre test. On a montré des images d'horreur et des images de beauté. Avec des étudiants, bien sûr, de l'Université de Toulon. Avec pour consigne, dans un premier temps, une première population d'étudiants, on montre les images sans commenter, sans parler. À une deuxième groupe d'étudiants, on montre les mêmes images en les commentant. Un mois après, le groupe d'étudiants qui n'a pas parlé, on leur montre les images, on leur dit « Monsieur, Madame, est-ce que vous vous rappelez les images d'horreur ?»« Oh oui, alors. Est-ce que vous pouvez les décrire ?»« Ah ben, il y avait une femme, elle avait le visage éclaté, un œil crevé, le nez cassé, c'était effrayant. Est-ce qu'il y avait des images de beauté ?»« Oui, peut-être, il y avait un coquelicot dans un champ. » Très bien. Deuxième population, les étudiants avec qui on a commenté les images. « Monsieur, Madame, est-ce que vous vous rappelez les images d'horreur ?»« Oui. Est-ce que vous pouvez les commenter ?»« Oh, ben, il y avait une femme, elle avait une coupure sur le visage, mais en la nettoyant avec un point de suture, c'était pas très profond. Est-ce qu'il y avait des images de beauté ?»« Ah oui, il y avait des images de beauté. Est-ce que vous pouvez les commenter ?»« Je me souviens, un champ de coquelicots rouges magnifiques. » C'est-à-dire que le fait d'avoir commenté, d'avoir parlé, ajoutait à la mémoire de l'image, ajoutait la mémoire des mots qu'on avait dit sur l'image. On avait donc deux sources de mémoire, la mémoire de l'image d'horreur et les mots qui avaient modifié la représentation de l'image de l'horreur. C'est pour ça que je travaille à Toulon avec les médecins militaires et actuellement, la France est en guerre. Elle a été en guerre en Afghanistan. Je suis étonné du silence incroyable qu'il y a. On ne parle que de l'échec américain, alors que les Français ont été en guerre en Afghanistan. Pas un mot. Ils sont actuellement en guerre au Mali. Pas un mot. Pas un mot. Donc, énormément de syndromes psychotraumatiques. Et on voit des jeunes gens, des filles, parce que maintenant il y a de plus en plus de filles qui s'engagent dans l'armée, même si elles restent encore minoritaires, elles sont excellentes, elles s'entraînent, elles font leur boulot. Et on voit que
les guerres ont moins de morts qu'avant, beaucoup plus de syndromes psychotraumatiques, parce que les djihadistes mettent les enfants en première ligne. Et que donc ces jeunes gens très bien formés rentrent à la caserne complètement ravagés, parce qu'ils ont vu ou ils ont fait exploser des enfants. Donc ils rentrent complètement ravagés. Et on a fait donc des populations, quand on ne les invite pas à parler, ils sont prisonniers de l'horreur, ils sont prisonniers du passé, ils ne pensent qu'à l'image de l'horreur, un copain qui mourait, un enfant déchiqueté, ils pensent qu'à l'horreur. Quand on les invite à parler ou à écrire, les mots qu'ils disent, ou les mots parlés ou les mots écrits, modifient, non pas le fait il est fait, mais modifient la représentation du fait, et on voit que dans les populations de soldats qui parlent ou qui écrivent, il y a beaucoup moins de syndromes psychotraumatiques que dans la population de soldats qui se taisent. Et je crois que c'est pareil dans la vie courante pour nous tous. Quand on a un malheur et qu'on ne peut pas en parler, on se rend prisonnier du passé. Mais quand on peut parler, écrire, pas forcément tout de suite, on peut attendre. Le déni est un protecteur, mais il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. Parce que s'il dure trop longtemps, on est coupé en deux. On n'a pas... Alors que dans un premier temps, après le Bataclan, dans un premier temps, beaucoup de gens ne pouvaient pas parler. Mais on ne pouvait pas les laisser toute leur vie sans parler. Il fallait bien que... Alors on les rassurait. Une fois rassurés, ils pouvaient parler ou écrire. Et à ce moment-là, on voit que 90% des syndromes psychotraumatiques ont disparu 1 an après l'attentat du Bataclan, qui a été une horreur qu'on ne peut pas imaginer. Donc on a une énorme capacité de surmonter les... Alors si on est entouré, pour être sécurisé, et si on est entouré par une culture qui nous donne la parole parlée ou parole écrite, ou dessin pour un enfant, ou pour des déportés qui dessinaient parce qu'ils ne pouvaient pas parler, le mode d'expression, alors le fait, il est fait. Hein, ça, la mort, il est mort. Hein, ça, mais la représentation du fait, on a un degré de liberté, on peut agir, et à ce moment-là, on peut évoluer et moins souffrir. Alors, combien de personnes dans cette salle, par exemple, pourraient se bénéficier d'une psychothérapie ou d'une thérapie quelconque ? Est-ce qu'on devrait tous faire une psychothérapie ? Non, on n'a pas tous, on n'est pas tous obligés de faire une psychothérapie. Non, mais est-ce que ça nous aiderait ? Est-ce que ça nous aiderait à mieux vivre ? Pas forcément. Je pense que ce qui aide à mieux vivre, c'est la relation affective et le projet d'existence. C'est-à-dire que, mais des fois, les situations sont tellement douloureuses que là, il faut demander à un professionnel. Mais si la culture familiale, le quartier et la culture, les grands récits sont bien organisés, un sportif, un musicien, le nombre de gens qui me disent qu'ils ont été transformés par un livre ou par un film, le nombre de gens qui me disent c'est en lisant ce livre que j'ai compris ce qui m'arrivait. Quand je fais des signatures, très souvent, les gens me taquinent en me disant vous avez parlé de moi. Je n'ai pas parlé d'eux, j'ai parlé de la condition humaine. Et donc, à l'occasion du livre, ça leur a fait comprendre quelque chose pour eux et ça les a fait amener à travailler. Donc, ils ont fait eux-mêmes leur psychothérapie. Mais parfois, il y a des situations tellement douloureuses que là, il faut demander à un professionnel. Est-ce qu'on fait une dernière question ? Ou est-ce que vous êtes tous gavés de sagesse ? Vamos a terminar. Alisa, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar aquí. Perfecto. Gracias. ¿Alguien viene a despedirnos o lo tengo que hacer yo? Pour savoir qué se espera de mí. Cierro yo. Bon, docteur, je crois qu'on finit là. C'était un véritable plaisir d'avoir cette conversation avec vous et de vous partager avec tout le public. Merci beaucoup. Et je pense que le docteur Manon va signer ses livres à l'extérieur pour qui veulent un livre ou parler avec le docteur directement. Il sera là dans une minute. D'accord ? Merci bien.
Merci beaucoup Elsa. Les livres d'Elsa sont également à la vente. Et nous vous rappelons que demain, on aura une rencontre avec Philippe Claudel dans ce même théâtre. Merci beaucoup et bonne soirée. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. To stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. I ought to leave you thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. More like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mine, but what do you mean? I am the one who we dance on the floor in a round. She said, I am the one who we dance
machine as she crossed the scene. Then every hair turned weird eyes a dream of being the one. Oh, we dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. A mother always told me, be careful what you love. Be careful what you do, 'cause a life becomes a trophy.